Bien, bonjour à tous. Nous allons commencer pile à l'heure ce 4e séminaire de l'action Agir pour l'éducation du Collège de France, cette action collective des professeurs qui vise à essayer d'adresser certaines des questions les plus urgentes en éducation. Et cette année, pour le cycle de conférences, nous avons choisi le thème de la lecture avec une série d'intervenants de différentes disciplines. C'est la 4e conférence de ce cycle sur la lecture. Et je suis très heureux aujourd'hui d'accueillir la discipline de la sociologie et deux personnes très pertinentes dans le domaine. Jérôme Dovio, qui est professeur au département de sciences sociales de l'École normale supérieure, donc à quelques minutes d'ici, et son thésard, Paul Joyat, qui est également à l'INED, également à l'ENS. Et tous les deux réalisent depuis, dans le cas de Jérôme, plusieurs années, même plusieurs décennies, des travaux très intéressants sur la sociologie de la lecture, l'enseignement de la lecture, les méthodes qui sont utilisées sur la lecture. Et je m'étais personnellement appuyé, il y a une dizaine d'années, certains d'entre vous s'en souviendront peut-être, sur une première étude de Jérôme qui portait à l'époque sur un peu plus 500, je crois, élèves, et qui tentait de faire une corrélation entre le manuel qui était utilisé dans les classes, les méthodes qui étaient utilisées dans les classes, et les résultats des élèves. Et à l'époque, cette étude était déjà très intéressante, mais elle avait été critiquée parce qu'il n'y avait que 500 élèves. Vous comprenez la difficulté d'arriver déjà à de tels résultats. Et puis, il y avait d'autres limites méthodologiques. Il y avait des mesures après, à la fin de l'année de CP, je crois, mais pas au début de l'année de CP, même s'il y avait des contrôles sur les variables expérimentales. Enfin, ça avait fait l'objet de tout un débat parce que ce résultat montrait déjà qu'il y avait d'importantes différences de résultats des élèves en fonction du manuel scolaire qui était suivi dans les classes. Aujourd'hui, on va entendre parler du même sujet, mais avec cette fois-ci une base expérimentale encore bien plus forte qu'il y a 10 ans, puisque avec l'aide du département de la DEP, de l'éducation nationale, Jérôme et Paul sont en train d'analyser en ce moment même les données sur plus de 130 000 ou 140 000 élèves français. Ce sont donc des données massives, je crois qu'elles sont peut-être uniques au monde, et qui permettent de tirer des conclusions non seulement sur le rôle du manuel, mais ce qui est suivi dans les classes, la pédagogie qui est suivie dans les classes. Et c'est donc un sujet extrêmement concret. Au fil de ce cycle de conférences, on est passé de la psychologie de la lecture aux neurosciences de la lecture, à l'étude de la neuropsychologie, de la dyslexie, et maintenant la sociologie de la lecture. Donc je suis très heureux d'accueillir ce soir Jérôme Dovio. Merci beaucoup Stanislas. Je suis moi-même très heureux de venir parler. Effectivement, 10 ans après cette première enquête que j'avais réalisée, c'est comme ça que nous étions d'ailleurs rencontrés, et donc avec Paul Joyat, qui m'accompagnera pour cette conférence, nous allons vous présenter un certain nombre de résultats en avant-première. Ils n'ont pas encore été publiés, ils sont vraiment en train d'être réalisés sur cette deuxième enquête, donc effectivement, que nous avons réalisée en 2021 et qui porte sur les pratiques enseignantes et les inégalités scolaires ou la difficulté scolaire au moment de l'entrée dans l'écrit. Alors, voilà. Bon, les conférences commencent généralement sur ce sujet de la lecture par de mauvaises nouvelles ou de mauvais résultats. Je crois que je ne suis pas le premier d'ailleurs dans le cycle de conférences à le dire, mais je crois que c'est important quand même de le rappeler pour savoir prendre la mesure, disons, des questions qui sont posées, qui sont des questions sérieuses. Donc voilà, j'ai pris parmi d'autres ce résultat qui a été publié par la DEP. Vous voyez donc sur ce graphique l'évolution du nombre moyen d'erreurs réalisées en CM2, donc en fin de primaire, qui a beaucoup augmenté entre 87 et 2021. Pardon. Alors également, la moyenne des scores en lecture baisse entre 87 et 2007. Alors non pas qu'ensuite il ne baisse plus, mais on n'a pas encore les mesures qui permettent de prolonger la série. Toujours quelques constats sur les résultats des élèves en France, tout récent, donc là, en 2021, 47% des élèves de CE1, début CE1, évalués avec les évaluations nationales, n'atteignent pas le seuil de 50 mots minutes en vitesse de lecture, ce qu'on appelle l'affluence, qui est l'objectif attendu en fin CP.
Ce taux, il monte à 60% quand on regarde les élèves qui sont scolarisés dans des écoles populaires. Et si on regardait directement les élèves des milieux populaires, ce qu'on ne peut pas encore faire là, mais qu'on fera bientôt, ce taux sera, à n'en pas douter, encore plus élevé. Alors, il faut bien avoir en tête que une mauvaise entrée dans la lecture, ça a des conséquences qui sont absolument déterminantes pour toute la suite du parcours scolaire. Ça a été montré de longue date, là aussi, notamment par les études de la DEP qui suivent des cohortes d'élèves et qui mettent en évidence que les résultats de l'année de CP sont absolument déterminants pour la suite du parcours. Résultat final, on prendra celui-là qui est assez frappant, vous le voyez là sur le PowerPoint. Aujourd'hui, donc, au XXIe siècle, un jeune sur 4, âgé de 16 à 25 ans, est soit un lecteur ou une lectrice médiocre, soit en grande difficulté de lecture, soit en situation d'illettrisme. Il faut vraiment, encore une fois, prendre la mesure de ces résultats. Si on compare, on ne va pas passer trop de temps évidemment sur cette question, on se centrera essentiellement sur le cas français, en comparaison internationale, le système scolaire français se caractérise par un lien particulièrement fort entre l'origine sociale et les performances scolaires. Ça a été notamment analysé par nos collègues Christian Baudelot et Roger Establet. Alors, je fais un tout petit pas de côté, vous allez voir pourquoi, on ne va pas parler dans la conférence des mathématiques, mais il y a là un résultat qui me paraît important et intéressant. Les résultats assez médiocres, disons, en français, se vérifient aussi en mathématiques, c'est même peut-être plus spectaculaire encore. Le niveau, vous l'avez sur le graphique de gauche, le niveau moyen, le score moyen en calcul en l'occurrence, en fin de primaire, ne cesse de reculer depuis 1987. Et si vous regardez à droite, ce qui est intéressant, là, c'est qu'on a l'évolution du score par l'origine sociale des élèves, mesurée avec la nomenclature des professions et catégories socio-professionnelles. Et vous voyez que cette baisse, elle concerne tous les milieux sociaux. Alors, il y a toujours une inégalité. Les enfants de cadre réussissent toujours mieux en mathématiques que les enfants d'ouvriers, mais ça baisse partout. À tel point, si vous le regardez d'un peu plus près le graphique, et c'est un résultat important pour les sociologues que nous sommes, le niveau acquis moyen par les enfants d'ouvriers en 87 est supérieur au niveau moyen des enfants de cadre en 2017. La baisse est telle qu'un enfant d'ouvrier avait de meilleurs résultats en calcul en 87 que là aujourd'hui un enfant de cadre. Bon, je m'en tiens là pour les constats et je vais commencer à poser des questions. D'abord, où situer l'origine de ces inégalités scolaires, de ces difficultés scolaires massives? Alors, on est en sociologie, la réaction, la réponse quasi spontanée, c'est « mais tout ça, c'est une affaire de capital culturel ». Le terme est devenu maintenant assez commun, les différences entre les élèves, dans la possession, si je reprends les termes exacts de Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron, dans cet ouvrage célèbre publié en 1970, La reproduction, dispose la possession d'un capital linguistique scolairement rentable est un élément décisif pour comprendre les inégalités entre élèves, ou plutôt même pour comprendre la reproduction sociale. Alors oui, évidemment, les élèves arrivent différents, arrivent avec un capital, des ressources culturelles qui peuvent être assez différentes. Pour autant, ce n'est pas cela qui peut expliquer ce que l'on vient de voir. Alors pourquoi ? Et là, c'est un point extrêmement important, parce que la sociologie, on lui fait souvent dire que tout ça est une affaire finalement de capital culturel, de famille, et on ne regarde pas vraiment ce qui se passe dans le système éducatif. Alors oui, effectivement, la meilleure réussite des uns peut s'expliquer par un volume de capital culturel pour aller faire une scolarité brillante, une classe préparatoire, entrer à l'école normale supérieure ou que sais-je. Là, oui, le capital culturel, la connaissance du système, les ressources culturelles au sens large vont avoir un effet, et ça c'est tout à fait démontré depuis fort longtemps en sociologie. Mais là, ce n'est pas cela que nous cherchons à expliquer. Nous cherchons à expliquer l'échec des élèves, massivement, des élèves des milieux populaires. Donc l'avantage des uns ne peut pas expliquer l'échec des autres. Il peut expliquer le fait qu'on est en avance, qu'on gagne la course si on veut, mais ça n'explique pas pourquoi les élèves des milieux populaires
même s'ils ont moins de capital culturel, moins de ressources culturelles, n'entrent pas, pour une majorité d'entre eux, ou en tout cas un grand nombre d'entre eux et d'entre elles, dans la culture écrite. Alors, au fond, la question posée, ce n'est pas celle d'une inégalité entre les publics accueillis par l'école. Elle est vraie, hein, il ne s'agit pas de la contester. Il s'agit de savoir si ceux qui arrivent avec le moins de ressources en ont néanmoins suffisamment ou pas pour entrer normalement dans la culture écrite. C'est-à-dire, est-ce que les élèves avec le moins de ressources culturelles, de langagières, en ont quand même suffisamment pour entrer dans la culture écrite. Alors, je ne vais pas me lancer dans un exposé des résultats dans de nombreuses disciplines, en linguistique, en sociologie, dans les sciences cognitives également. Mais enfin, je vais aller directement à l'essentiel et à la conclusion. Le langage oral, quelles que soient ses variations dans son usage, fournit les outils essentiels de la pensée humaine, que sont les capacités d'abstraction, d'analyse réflexive et le raisonnement logique. Il ne faut pas faire dire à la sociologie ce qu'elle ne dit pas, ou parfois, mais elle le dit, à mon avis, si elle le dit, c'est une erreur logique et théorique. Les élèves les moins dotés ont suffisamment de ressources pour entrer dans l'écrit. Donc, le mystère ne peut pas être résolu en interrogeant seulement ces variations entre élèves. Il faut tourner le regard vers le système éducatif. Ce qui compte, c'est ce que l'école fait de ces publics qu'elle accueille, certes avec des ressources différentes, mais la question est comment l'école arrive ou n'arrive pas, avec ses dispositifs pédagogiques, à mobiliser les capacités intellectuelles de ses élèves. C'est ça, au fond, la vraie question. Alors, c'est pas très usuel comme question pour les sociologues. Les sociologues, encore une fois, on les attend plutôt dans la famille ou dans les questions urbaines ou autres, moins sur la question des dispositifs pédagogiques. Et pourtant, c'est là, ça me paraît moi, absolument incontestable, c'est là qu'il faut aller chercher les explications que l'on cherche. Pourquoi, aujourd'hui en France, après plus de 50 ans d'ouverture du système éducatif, il y a encore un niveau aussi important d'inégalité scolaire et de difficultés scolaires dès les premiers apprentissages, notamment en lecture. Alors, c'est une approche peu usuelle qui a été défendue magistralement par mon collègue Jean-Pierre Terrail, que je salue d'ailleurs, je le vois ici dans la salle, dans un ouvrage il y a maintenant plus de 20 ans, qui a été publié, qui s'appelle « De l'inégalité scolaire », qui est, de mon point de vue, l'un des ouvrages les plus importants en socio-éducation publiés. Nous avons ensuite travaillé ensemble, j'étais son étudiant, et nous avons, disons, développé cette approche sociologique qui vise à comprendre les inégalités scolaires ou à comprendre la difficulté scolaire, la naissance de la difficulté scolaire, en interrogeant véritablement ce qui se passe dans le système éducatif. Alors, on va entrer... Hop là. Alors, le plan d'exposé qu'on vous propose avec Paul, je vais d'abord, parce que c'est obligatoire, revenir sur ce vieux débat sur les méthodes d'enseignement de la lecture, vieux débat parce qu'il a maintenant plus de 50 ans, mais pour bien comprendre ce dont il s'agit, il faut en passer par là. Donc on fait une première partie où je fixerai, disons, les termes du débat, j'expliquerai un petit peu comment tout cela s'est déroulé. On reviendra donc d'un point de vue historique en France et aux États-Unis pour faire une petite comparaison dans deux contextes politiques et culturels différents. Et dans une deuxième partie, donc, nous présenterons les premiers résultats, en tout cas pour la présentation publique, de cette grande enquête statistique qui a été réalisée en 2021 dans le cadre du CESEN. Donc, nous pointerons un certain nombre de résultats qui permettent, nous pensons en tout cas, d'éclairer les constats que nous avons vus tout à l'heure en introduction. Alors, les termes d'un vieux débat, on va commencer par le commencement. Comment faut-il faire entrer les élèves dans la lecture ? C'est une question fondamentale, et généralement, tout le monde a un avis. Enfin, tout le monde, en tout cas, qui a eu des enfants ou qui a fréquenté l'école. Le débat s'est d'abord structuré autour de deux alternatives, au fond. Faut-il partir d'un apprentissage des lettres, auquel on associe des sons, afin de former des syllabes, puis des mots ? On cherche à percer le code, on peut le dire comme ça, à partir des signes écrits, des signes graphiques, pour progressivement apprendre à les décoder, les déchiffrer, puis les décoder. Ou au contraire, une alternative radicalement différente, partir de la reconnaissance globale des mots, stratégie qu'on pourra qualifier de reconnaissance idéovisuelle. Alors la reconnaissance idéovisuelle, ça peut paraître... on va tout de suite entrer après dans les détails, on va voir ce qu'il faut entendre, mais là pour le moment, c'est ce qu'on peut appeler, c'est plusieurs stratégies, notamment ce qu'on appelle la lecture devinette, c'est-à-dire... Alors,
un terme qu'on utilise nous, mais sinon on l'appelle l'inférence, se baser sur des indices, l'enquête, hein, c'est-à-dire vous essayez de reconnaître des mots à partir du contexte d'une phrase, à partir d'un dessin, à partir où vous mémorisez directement des mots. Voilà. C'est les deux grandes façons, disons, hein, d'entrer dans l'écrit qui ont été proposées au tournant des années 60-70. C'est une opposition fondatrice entre deux approches. Alors les termes peuvent varier, hein, je vous en donne certains. Le centré sur le code en France, généralement, on appelle cela les méthodes syllabiques, ou la méthode syllabique. Synthetic phonics, dans le monde anglophone. Les méthodes idéovisuelles, on parlera de méthodes globales en France, whole word, whole language, dans le monde anglophone. Alors, le point important, hein, je vais passer rapidement sur un peu d'histoire, c'est que, au fond, selon une intensité et une temporalité variable, les principérités de cette approche idéovisuelle vont se diffuser dans la plupart des systèmes éducatifs en Europe et aux États-Unis à partir des années 70. Alors, chaque pays a son histoire. Hein, ça ne va pas forcément exactement se faire au même moment. Chaque pays, parfois même à ses auteurs ou ses autrices, enfin des personnes qui vont défendre ces stratégies. Mais au fond, et ça c'est, je crois, peu contestable, le principe, ou en tout cas une inspiration des principes des méthodes visuelles, vont fortement pénétrer dans les systèmes scolaires. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail, hein, mais aux États-Unis, vous avez, dès 67, hein, le débat commence entre psychologues à l'époque, hein, dès 67, faut-il apprendre, l'apprentissage doit-il cibler le sens ou le code? Vous avez voilà, des affrontements entre auteurs qui sont assez vigoureux, et qui vont, si je prends le cas américain, se prolonger assez fortement. Hein. Actuellement, alors c'est assez différent en France, hein, mais actuellement aux États-Unis, notamment dans la ville de New York, le débat porte directement sur Whole Language versus méthode phonics. Hein. La ville de New York a décidé d'imposer 4 manuels phonics à partir de la rentrée de septembre dans toutes les écoles, au vu, enfin, notamment basés sur les très mauvais résultats qu'obtient ce système éducatif ces dernières années. Vous avez effectivement une auteure comme Lucy Calkins, hein, qui est quelqu'un qui est très respecté aux États-Unis, autrice de manuels, qui fait des formations, professeur à Columbia, qui défend des méthodes tout à fait globales, hein, sans aucun apprentissage du code. Alors pour être plus précis, elle a changé un petit peu d'avis au moment de la pandémie. Elle a pris connaissance des travaux, notamment ceux de notre collègue Stanislas, ici présent. Elle s'est rendue compte que ça pouvait être intéressant, peut-être, d'enseigner un peu le code. Voilà, donc en France, ça va se jouer différemment. Le débat va être beaucoup plus politisé, par exemple. En France, c'est très net. Vous défendez l'approche d'entrée par le code, vous êtes conservateur, voire plus, vous défendez les méthodes idéovisuelles, ça vous donne un label de progressisme politique. Bon, bah ça, c'est vraiment lié à la façon dont les choses se sont construites dans les années 60-70. Hein, si je reprends le cas américain, c'est assez intéressant. Aujourd'hui, comme en France, aux États-Unis, pendant longtemps, les supporters, disons, des méthodes phonics, George Bush, par exemple, qui était beaucoup vrai, enfin, ça a échoué, mais pour les méthodes phonics au tournant des années 2000, la situation est en train de se retourner. Hein. Aujourd'hui, les grands défenseurs des méthodes phonics aux États-Unis, ce sont plutôt les militants et les activistes des mouvements pour les droits sociaux ou pour les droits des minorités qui défendent le droit à tout le monde, et notamment aux élèves noirs ou hispaniques, d'apprendre à lire, hein, parce que les résultats sont tellement catastrophiques que voilà, c'est eux qui sont peut-être les militants les plus actifs aujourd'hui. Donc je veux dire par là, hein, c'est que faut pas trop quand même s'attacher à cette dimension politique des débats, c'est des éléments historiques qui peuvent tout à fait se retourner comme on le voit aux États-Unis. Bon, ce qu'on retiendra, nous, hein, c'est que les promoteurs et promotrices de l'approche idéovisuelle vont s'appuyer essentiellement sur 2 grands arguments, hein, vous les avez là. Les bons lecteurs et les bonnes lectrices reconnaissent globalement les mots. Hein. Il convient donc d'enseigner cette façon d'apprendre à lire. Et deuxièmement, hein, deuxième idée, ça on la retrouve, ces 2 idées on les retrouve à peu près partout. Hein, l'approche idéovisuelle permet un accès direct au sens du texte.
C'est donc plus motivant, on n'est pas obligé de passer par le détour du déchiffrage, du décodage, et plus adapté pour les élèves les plus fragiles ou ceux qui sont les plus éloignés de la culture scolaire. Alors je le dis d'emblée, il n'y a pas de suspense, ces deux principes ont été immédiatement d'ailleurs, très très vite battus en brèche, invalidés par la recherche, de manière très 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 nette. Pour autant, on va le voir tout de suite. Donc la recherche, vous prenez le National Reading Panel publié aux États-Unis en 2000, c'est clair, il montre à la base d'une méta-analyse la supériorité des approches centrées sur le décodage par rapport aux approches audiovisuelles. Ça, c'est publié aux États-Unis, c'est très connu. La somme des recherches réalisées ces 20 dernières années permet de souligner 2 points essentiels. Je vais passer vite parce qu'on l'a peut-être déjà vu, vous l'avez déjà vu dans les précédentes peut-être conférences. L'accès à la compréhension de l'écrit a pour condition première un décodage précis et fluide. Bien décodé, c'est ce qui permet d'accéder au sens. Deuxièmement, pour cet apprentissage précoce et systématique des correspondances lettres-sons est le moyen le plus efficace pour acquérir un décodage précis et fluide. Là, sur ces 2 points, je crois, il y a, et depuis fort longtemps, et ça ne fait que se confirmer, absolument consensus dans les résultats de la recherche scientifique. La question, c'est la culture professionnelle des enseignants. Je vous ai dit, les principes des méthodes audiovisuelles ont quand même très fortement imprégné la culture professionnelle. On en trouve la trace très fortement, et c'est ça qu'on va essayer de mesurer ensuite dans l'enquête. Par exemple, ça se manifeste par un travail de mémorisation globale de certains mots non déchiffrables. Alors, en France, on les appelle souvent les mots-outils. On va le voir très concrètement. Ça peut être très pratique. Donc là, très pratiqué en début d'année. Donc là, on mémorise, on apprend à mémoriser des mots. L'activité de lecture de vignettes, alors ça reste très 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 importante aujourd'hui dans les classes. On va le voir. Et puis, le temps consacré à l'activité de décodage est parfois, pour ne pas dire souvent, assez limité. Ça aussi, c'est au fond un héritage des méthodes audiovisuelles. On fait du décodage, mais point trop n'en faut. Bon, le constat, notamment, vous avez dans la bibliographie en fin de conférence, le constat, fait par aussi un grand nombre de chercheuses et de chercheurs, c'est qu'il y a quand même un relatif hermétisme entre les résultats de la recherche et la culture professionnelle des enseignants. Là aussi, ça varie selon les pays, il y a une histoire, mais globalement, c'est plutôt ce constat qui prévaut. Alors, voilà pour les 2 constats, le débat, enfin les 2 premiers points, disons, le débat idéovisuel versus codage, le fait que la culture professionnelle reste assez empreinte, disons, des principes, de certains principes des méthodes audiovisuelles. Maintenant, on va regarder un petit peu ce qui se passe en France, plus précisément aujourd'hui. Alors, bon, on a la chance déjà d'avoir des enquêtes. C'est longtemps pas été le cas. Pendant longtemps, on a considéré, en France, c'est très propre à la France, là, qu'il n'était pas très opportun de faire des enquêtes sur le sujet. C'est un sujet un peu sulfureux, voilà. Donc ça, j'ai eu témoignages même de personnes qui étaient impliquées dans la statistique publique dans les années 80, qui n'ont jamais pu faire les enquêtes, qui souhaitaient les faire, que nous avons pu réaliser ces dernières années. Alors Roland Guagou a notamment réalisé une belle enquête, l'enquête Lire et Écrire, en 2015, description fine des pratiques d'enseignement de lecture dans 131 classes, ça c'est déjà un premier rapport, et nous proposons donc dans cette enquête réalisée, qui s'appelle Formalect, en 2021, auprès d'un échantillon très important et représentatif d'enseignants de CP. On avait 2 objectifs dans cette enquête. Premièrement, rendre compte de la diversité des pratiques, aujourd'hui, à l'instant T, et puis mettre en lien ces pratiques avec les résultats des élèves aux évaluations nationales. Alors, très concrètement, j'en dis un mot, plus de 9000 enseignants ont répondu à ce questionnaire sur 16 000 interrogés, donc ça fait un très très fort taux de réponse, déjà. Il semblerait que les enseignants et les enseignantes ont envie de parler de ce qu'ils font en classe, contrairement à ce qu'on nous expliquait parfois. Donc c'est presque 20% des enseignants de CP aujourd'hui. Donc c'est un échantillon qui est tout à fait considérable. On a des informations, on ne va évidemment pas tout vous présenter aujourd'hui, il faudra en laisser pour la rentrée, les caractéristiques des enseignants, leurs pratiques évidemment, déclarées d'enseignement du lire-écrire, et puis les résultats de leurs 139 310 élèves, pour être très précis, à l'entrée mi-CP et à l'entrée en CE. Alors, on va regarder justement ce qu'on voyait. Tout de suite, on entre dans le vif. Voilà une des questions posées. Déchiffrabilité des textes donnés à lire aux élèves.
Donc on posait la question aux enseignants en janvier. L'enquête a été réalisée en janvier 2021. Ce n'était pas non plus une très très bonne période. On sortait de la pandémie, c'était les évaluations nationales. Mais bon, on leur a demandé donc ce qu'ils faisaient depuis la rentrée, notamment avec la déchiffrabilité des textes donnés à lire aux élèves, c'est-à-dire est-ce que tout était déchiffrable? Est-ce que les élèves avaient des textes pour lesquels ils avaient appris toutes les correspondances lettres-sons de ces textes ou pas? Alors, ça permet déjà de voir, de gauche à droite, vous avez, au fond, chaque réponse nous met un petit peu sur le continuum de cette approche idéovisuelle. Tout à gauche, tout était déchiffrable et vous n'avez pas utilisé de mot-outil. Ça, c'est, au fond, le syllabique, une entrée par le code, et seulement par le code, aucune activité de mémorisation, aucune activité d'apprentissage par cœur de mots, quels qu'ils soient. Donc ça, vous le voyez, c'est quand même extrêmement peu fréquent, moins de 5% des enseignants. Deuxième modalité, tout était déchiffrable et vous avez utilisé des mots-outils. Donc il y a l'importance de la déchiffrabilité. J'ai donné des textes et avant ces textes, j'ai appris aux élèves comment déchiffrer les associations de lettres-sons de ces textes. Mais j'ai utilisé des mots-outils. Ça veut dire des mots-outils, j'ai fait apprendre des mots par cœur aux élèves. On va voir après ce qu'il faut entendre par là. Donc ça, c'est la majorité des enseignants et enseignantes qui déclarent réaliser cela. Enfin, quelques mots n'étaient pas déchiffrables et pouvaient se déduire du contexte. Là, on commence à voir arriver des pratiques qui sont, disons, plus lecture de vignettes, mémorisation globale ou inférence contextuelle. Et enfin, les mots non déchiffrables étaient assez fréquents. Ça, c'est très minoritaire en France. Je pense, on espère pouvoir la faire, mais ça, c'est pas certain. Mais si on fait la même enquête à New York, je pense qu'on aurait des effectifs plus importants là, dans cette dernière modalité. C'est ce qu'on essaiera de vérifier. Alors, que nous dit ce premier tableau? Les méthodes globales au sens strict, on l'a vu et on va le revoir, en France, n'existent pour ainsi dire plus du tout, si tant est qu'elles aient existé. Tout le monde s'accorde sur une importance, ou en tout cas sur le fait qu'il faut réaliser une activité de décodage en classe. Alors, est-ce à dire pour autant qu'il n'y a plus de questions? Le débat que je vous ai présenté au début serait terminé? Non, parce que tout le monde enseigne le décodage, certes, mais la question la plus fondamentale pour le cas français, c'est comment conduire cette activité de décodage. De manière stricte, sans pratiquer aucune activité de mémorisation et de reconnaissance de mots par le contexte, c'est très minoritaire, vous le voyez. Ou en combinant l'apprentissage du décodage avec d'autres façons de faire, mémorisation de mots, etc., qui est effectivement la façon majoritaire, disons, d'envisager les choses. Alors, on va approfondir un tout petit peu cette question. Oui, Paul, je te laisse la place. On va essayer de comprendre ce que sont ces fameux mots-outils qui sont très, très, très utilisés en France. Donc intéressons-nous effectivement à cette activité d'apprentissage, de mémorisation des mots-outils, pour réaliser ce qu'elle revêt, ce en quoi elle consiste précisément dans la pratique pour les élèves. Donc apprendre des mots-outils consiste à faire reconnaître et mémoriser des mots non déchiffrables ou non entièrement déchiffrables, ce qui signifie qu'une partie ou l'ensemble des lettres qui composent les mots qu'on fait mémoriser aux élèves ne sont pas sus des élèves au moment où on leur demande de les mémoriser. Donc je vais y revenir dans un instant, mais si par exemple un enseignant ou une enseignante fait mémoriser le mot-outil « toute » à ses élèves, T-O-U-T-E, au moment où le mot est mémorisé, les élèves ne connaissent pas, par exemple, ne savent pas que le T fait te, que le O et le U ensemble font ou, etc., etc. Alors il peut arriver que les enseignants pointent du doigt telle ou telle lettre en disant qu'elles sont sues ou en leur donnant leur correspondant phonologique, mais dans l'ensemble, il s'agit donc de faire reconnaître ces mots comme des images, de les photographier. Or, la façon dont on enseigne la reconnaissance des mots aux élèves a évidemment une influence sur la façon dont ils se représentent ce en quoi consiste la lecture, ce en quoi lire consiste. Et quand on se place donc du point de vue de l'enfant, on peut se demander l'idée qu'il ou elle se fait de la lecture, notamment lorsqu'on lui fait mémoriser, photographier des mots comme des images. Donc ce qui lui fait
considérer que les mots, en étant reconnus comme des images, ne sont pas composés de lettres et de sons, mais se reconnaissent comme on peut reconnaître un signe de la route, un code de la route, voilà. Donc il faut souligner que cette activité de mémorisation de mots-outils prend du temps, un temps qui peut parfois éloigner les élèves de l'activité de décodage en classe. Et on atteste le nombre donc très important de mots-outils que les enseignants et enseignantes font mémoriser à leurs élèves. Donc ici, la question qu'on posait aux enseignants était combien de mots-outils avez-vous appris à vos élèves jusqu'aux vacances de Noël, donc de la rentrée de septembre jusqu'aux vacances de Noël. Ils se répartissaient sur les modalités que vous voyez. Donc ce qu'on voit dans un premier temps, c'est que la grande majorité des enseignants font mémoriser des mots-outils à leurs élèves, et même beaucoup de mots-outils, et que seule une toute petite minorité, donc 6% des enseignants et des enseignantes, c'est la première colonne tout à gauche, ne font mémoriser aucun mot-outil à leurs élèves, et donc ce qui recoupe les résultats qu'on voyait juste avant. Donc on peut voir de l'autre côté du spectre de ce continuum que plus de 25% des enseignants, donc plus d'un enseignant ou enseignante sur 4, fait mémoriser entre la rentrée de septembre et jusqu'aux vacances de Noël plus de 30 mots-outils à ses élèves. Donc pour vous donner une idée concrète de la façon dont cet apprentissage se déroule, je vais vous montrer quelques exemples issus de mon terrain de thèse, puisque j'ai observé plusieurs centaines d'heures des classes de grande section jusqu'au CE1, et donc plusieurs centaines d'heures en CP. Alors ça, c'est un extrait dans une des classes de CP que j'ai observé. Donc c'était début octobre, donc dès la 6e semaine de l'année, l'enseignante va écrire un mot-outil sur son ardoise, le montrer aux élèves en leur disant ce que le mot veut dire, mais sans l'épeler ni détailler les associations lettres-sons qui le composent. Les élèves doivent le mémoriser en quelques secondes, puis là l'enseignante le cache et les élèves doivent le réécrire. Donc l'enseignante dit à ses élèves, j'écris le modèle sur l'ardoise pendant 5 secondes, puis je le cache et c'est à vous. Voilà. Et donc durant cette séquence de 10 minutes, les élèves ont mémorisé 4 mots-outils. Donc je vous montre, ça c'est l'une des portes de l'une des classes que j'ai étudiées, où l'enseignante a progressivement au cours de l'année affiché les mots-outils qui étaient à retenir, qu'elle avait fait mémoriser à ses élèves. Donc dès la 5e semaine de l'année, on a déjà 24 mots-outils. En 14e semaine de l'année, donc fin décembre, on a 73 mots-outils, puisqu'en plus, Viviane s'y adjoindre souvent dans la pratique, en plus des mots-outils, je vais le dire dans un instant, qui peuvent être prescrits par les manuels, des mots que l'enseignante ou l'enseignant juge bon de faire mémoriser à ses élèves. Donc voilà, donc maintenant je vais passer un peu à la description des manuels d'apprentissage de la lecture, puisqu'en fait les 3 dimensions, donc celle de la déchiffrabilité, des mots-outils et des manuels, sont très liées entre elles. Pourquoi ? Alors donc les manuels d'apprentissage de lecture, d'abord, sont très couramment utilisés par les enseignants et les enseignantes pour guider leur action pédagogique. Donc près de 9 enseignants ou enseignantes sur 10 en France utilisent un manuel d'apprentissage de la lecture. Or, ces manuels, précisément, prescrivent différentes pratiques, et notamment concernant les 2 dimensions qu'on vient d'évoquer, la déchiffrabilité et les mots-outils. Donc ce qui peut être intéressant, c'est de regarder ce que ces manuels prescrivent, et donc c'est ce qu'on a fait. On a procédé à un codage, une analyse des différents manuels qui étaient déclarés dans notre enquête. Donc sur les 9500 enseignants et enseignantes de notre enquête, en tout, ces 9500 enseignants et enseignantes utilisaient 83 manuels. Alors sachant que certains manuels sont beaucoup plus utilisés que d'autres, on s'est concentré sur 34 manuels qui représentent 95% des manuels utilisés en classe, donc dans les classes qui en utilisent. Et donc pour chacun de ces manuels, on a procédé à une analyse. Donc on remercie d'ailleurs ici au passage Aubin Poissonnier qui a procédé à ce travail d'analyse et de codage. Donc ce qu'on a fait pour chacun des manuels, c'est qu'on a mesuré donc le taux de déchiffrabilité. Donc parmi les textes qui étaient donnés à lire aux élèves dans ces manuels, quelle était la proportion de ces textes qui étaient déchiffrables par les élèves. Et deuxièmement, on a procédé à un comptage des mots-outils qui étaient donnés à mémoriser pour les élèves. Donc ce qu'on voit, eu égard à ces 2 caractéristiques essentielles, d'abord, quand on compare ces différents manuels, c'est que la proportion de mots-outils qui sont donnés à mémoriser varie considérablement d'un manuel à l'autre, donc de 0 pour les manuels qui n'en donnent aucun à mémoriser jusqu'à plus de 40 pour certains d'entre eux, et deuxièmement que le taux de déchiffrabilité de leur texte lui-même varie considérablement, donc de 40% pour les manuels qui donnent à lire des textes très peu déchiffrables aux élèves, à 100%, donc des textes qui sont complètement, intégralement déchiffrables par les élèves.
Alors, je vous donne un petit exemple de l'un des manuels d'apprentissage aujourd'hui. Donc, dès la 2e leçon de l'année, donc souvent enseignée dès la première semaine de l'année, les élèves on leur propose, on leur demande de lire ce texte à l'école. Mireille dans la classe de Marie, il y a aussi Rémi, Mirari, etc., etc. Donc, on se rend bien compte que dans ces quelques phrases, une immense majorité des mots ne sont pas du tout déchiffrables par les élèves à qui on demande de les lire. Alors, du coup, une fois ce travail d'analyse, de codage des manuels effectué, on les a regroupés donc, selon les prescriptions que les manuels portaient sur ces 2 dimensions, donc la déchiffrabilité et les mots-outils. Donc vous voyez en dessous le petit graphique qu'on vous propose. On a regroupé les manuels donc, en fonction de leurs prescriptions sur un continuum, disons, qui les rapproche plus ou moins des 2 approches complètement opposées qu'on vous a décrites. Donc, à l'extrême gauche de ce continuum, les manuels qui relèveraient d'une méthode strictement, purement syllabique, qui ne prescrivent aucun mot-outil à apprendre par cœur, qui proposent à lire à leurs élèves des textes intégralement déchiffrables, et à l'opposé, des manuels qui relèveraient d'une approche idéovisuelle pure, stricte, donc avec des mots-outils en proportion très importante, et une déchiffrabilité nulle des textes. Alors évidemment, entre ces 2 extrêmes du continuum se trouve toute une foule de manuels qui composent en réalité la majorité des manuels d'enseignement de la lecture, qu'on qualifiera de méthodes mixtes, donc plus ou moins mixtes ou mixtes plus, à mesure que les manuels proposent de plus en plus de mots-outils et des textes de moins en moins déchiffrables à leurs élèves. Et donc, une fois ce travail de codage et d'analyse des manuels effectué, on les a regroupés donc, dans les 4 catégories qu'on a construites et que vous voyez en haut. Donc les manuels qu'on considère relever de la méthode syllabique, qui proposent des textes quasi ou complètement intégralement déchiffrables à leurs élèves, sans aucune mémorisation de mots-outils. Les manuels frontières, mixtes et mixtes plus, à mesure donc que leur déchiffrabilité diminue et que leur nombre de mots-outils augmente. Donc ce qui est intéressant, une fois ce travail de codage, de catégorisation des manuels effectués, c'est donc de s'intéresser aux manuels qui sont donc de les relier au nombre d'enseignants, à la proportion d'enseignants et d'enseignantes qui utilisent des manuels relevant de l'une ou l'autre catégorie. Et donc ce qu'on observe, c'est les pourcentages, les proportions que vous voyez à côté de chacune des catégories, c'est que les enseignants et enseignantes qui utilisent des manuels qui relèvent de l'approche syllabique sont extrêmement minoritaires, environ 5% donc, des enseignants et des enseignantes. Et que le cœur donc, de la culture professionnelle aujourd'hui en France se situe entre les manuels frontières et essentiellement mixtes, donc proposent des textes relativement, voire très déchiffrables, mais font mémoriser des mots-outils à leurs élèves. Et on voit aussi qu'une petite minorité, mais qui n'est pas négligeable, donc un enseignant ou une enseignante sur 10, utilise un manuel qu'on qualifiera de mixte plus, qui propose une reconnaissance et une mémorisation de mots-outils jumelés à des textes faiblement déchiffrables, donc dont le taux de déchiffrabilité est inférieur à 75%. Et donc quand on fait la somme, disons le bilan de toutes les pratiques déclarées, notamment sur les 3 dimensions qu'on vient de vous évoquer, la déchiffrabilité, les mots-outils et les manuels utilisés par les enseignants, quand on croise ces différentes dimensions, on peut établir les constats suivants. Donc la méthode idéovisuelle globale au sens strict, c'est-à-dire aucune activité consacrée au décodage, n'existe aujourd'hui pas ou plus en France. On peut en revanche considérer qu'une petite minorité d'enseignants et d'enseignantes ont des pratiques qui s'en rapprochent. Deuxièmement, la méthode syllabique au sens strict, encore une fois, c'est-à-dire aucune activité consacrée à la reconnaissance globale de mots et des textes intégralement déchiffrables. Cette méthode syllabique au sens strict est pratiquée en France, mais de manière extrêmement minoritaire, donc tout au plus 5% des enseignants ou des enseignantes. Et enfin, donc, la grande majorité des enseignants et des enseignantes, donc qui constituent le cœur de la culture professionnelle enseignante aujourd'hui, pratiquent dans des formes variées ce qu'on appelle, ce qui relève de la méthode mixte, donc consistant à enseigner le décodage tout en incorporant une dose plus ou moins importante de reconnaissance globale de mots non déchiffrables. Alors, voilà pour ce qui est de la description des pratiques enseignantes en France. Maintenant, on va lier donc on vous a décrit quelles étaient les pratiques majoritaires et minoritaires. Maintenant, on va les lier à ce qu'elles produisent, donc aux performances des élèves en lecture. Donc, on observe les performances des élèves mi-CP et début CE1 en vitesse de lecture, donc ce qu'on appelle la fluence et en compréhension écrite, à partir des évaluations nationales qui sont donc passées par tous les élèves de France actuellement.
Alors, donc je vais passer rapidement dessus, mais ça, ce sont donc les exercices de fluence qui sont passés par les élèves et dont on s'est servi pour évaluer donc, la lecture. Donc là, c'est début CE1, c'est des exercices, les élèves doivent lire ce texte, composé d'un peu plus d'une centaine de mots, et l'enseignant ou l'enseignante doit reporter le nombre de mots lus par minute par les élèves. Ça, c'est l'exercice de compréhension écrite. Donc il y en a deux. MICP, c'est un exercice de lecture de phrases. Donc l'élève doit lire « Il promène son chien » et entourer parmi les 4 cases que vous voyez, celle qui correspond à la signification de la phrase. Il y a un deuxième exercice de compréhension, qui est un exercice de compréhension écrite de texte. Donc ça, c'est l'exercice début CE1, vous voyez le texte, et l'élève doit... Donc c'est une recette de préparation de tarte, et l'élève doit, à son sujet, répondre à un certain nombre de questions. Donc ça, ce sont les exercices dont on s'est servi. On a lié les pratiques des enseignants et des enseignantes, donc sur les dimensions que je viens de vous décrire, aux résultats en fluence et en compréhension des élèves en MICP et début C1. Donc on a construit un modèle statistique qui permet de mesurer donc, les effets des différentes méthodes d'enseignement de la lecture sur les performances des élèves donc en fluence et en compréhension. Donc notre modèle comprend les variables suivantes, je les liste brièvement. Donc le contexte social de l'école, l'expérience de l'enseignant ou de l'enseignante au CP, donc le nombre d'années d'enseignement au CP de l'enseignant, le niveau moyen de la classe, le niveau à l'entrée au CP des élèves, et enfin donc, ce qui nous intéresse tout particulièrement, la méthode d'enseignement de la lecture utilisée par l'enseignant ou l'enseignante. Donc, je vous donne on vous montre ici un premier tableau de régression. Alors, je vais passer rapidement sur sa lecture, mais ce que vous voyez donc dans la première colonne de gauche, ce sont les variables donc, que je viens de vous lister. Donc, tout en haut, ce sont nos variables de contrôle. En gros, comment on lit ce tableau? Ce que va faire le modèle, c'est qu'il va tenter de comparer les élèves comparables. Donc en réalité, quand on va comparer des élèves dont les enseignants ou les enseignantes utilisent des méthodes différentes, par exemple une élève, son enseignant ou son enseignante utilise une méthode syllabique et pour une autre une méthode mixte, le modèle va s'assurer que ces deux élèves en question avaient le même niveau à l'entrée, sont dans une école dont le recrutement social est plus ou moins équivalent, dont les enseignants ont la même expérience au CP, et dont le niveau à l'entrée, donc je le disais, le niveau à l'entrée était le même dans les deux cas. Donc le modèle va donc comparer des élèves qui sont comparables du point de vue de ces modalités et comparer les performances des élèves dont les enseignants utilisent des méthodes différentes. Donc ce qu'on voit ici, c'est que la méthode syllabique qui est mise en italique, c'est la modalité de référence, et donc on compare en moyenne qu'est-ce que ça fait pour les performances qu'est-ce que ça produit sur les performances des élèves. Ici, c'est la vitesse de lecture MICP qui est évaluée, de passer d'une méthode syllabique à une autre méthode, donc frontière, mixte ou mixte plus. Donc ce qu'on constate ici, c'est que systématiquement, les performances des élèves baissent, donc le nombre de mots lus par minute diminue. Ici, les résultats sont exprimés en pourcentage d'écart type, c'est les canons de la discipline, mais peu importe. Donc systématiquement, le fait de passer de la méthode syllabique à n'importe quelle autre méthode, qui est donc plus idéovisuelle, fait baisser les performances des élèves. Donc là, je vous ai montré les résultats à la MICP pour la vitesse de lecture. Pour la compréhension écrite, et MICP et pour la fluence début C1 et la compréhension écrite début C1, les résultats sont exactement les mêmes. Donc en fait, ce que vous voyez, la première colonne de population générale, ce sont les résultats donc, qui concernent tous les élèves de notre enquête. Et donc à chaque fois, là, on s'est concentré. Vous voyez la première case, le moins 10 à moins 15%, c'est en gros la fourchette des effets, donc le fait de passer d'une méthode syllabique à n'importe quelle autre méthode plus idéovisuelle. Ici, dans ce tableau MICP pour la vitesse de lecture, les effets, donc c'était de moins 10% d'écart type à moins 15% d'écart type. Et là donc, en fait, pour chacune des compétences à chaque niveau, vous voyez que les effets sont peu ou prou les mêmes, et surtout ils vont exactement, systématiquement, toujours dans le même sens. Passer d'une méthode syllabique à n'importe quelle autre méthode d'enseignement de la lecture plus idéovisuelle fait diminuer les résultats des élèves. Et alors quand on se concentre, ça c'est la dernière colonne, c'est la droite que vous voyez, quand on se concentre sur les élèves les plus fragiles à l'entrée au CP, on va voir que ces effets, ces écarts entre méthodes se renforcent. Alors pourquoi se concentrer sur les élèves les plus fragiles à l'entrée au CP? Parce que ce sont ceux et celles qui ont le plus besoin, qui sont le plus dépendants et dépendantes des méthodes d'enseignement et de façon générale de l'école. Et alors ce qu'on voit, c'est que pour ces élèves, comme pour les autres, les méthodes syllabiques sont plus efficaces, mais à leur endroit, les méthodes syllabiques sont tout particulièrement plus efficaces que les autres. Donc vous voyez que les différentes fourchettes
leur amplitude augmente. Alors, quelle est l'analyse un peu des deux résultats que je viens de vous énoncer? Donc le premier résultat, c'est celui qui concerne absolument tous les élèves. Donc en moyenne et toutes choses égales par ailleurs, la méthode d'enseignement syllabique, donc je rappelle l'utilisation d'un manuel strictement syllabique, aucune mémorisation de mots-outils et textes intégralement ou presque intégralement déchiffrables, produit de meilleurs résultats comparés aux différentes variantes de la méthode mixte. Donc l'analyse est la suivante, c'est que la méthode d'apprentissage syllabique installe dès le début de l'année l'élève dans une conception claire de ce que représente le décodage. Elle est celle qui participe le mieux à la création de la voie de lecture phonologique, qui elle-même conditionne la voie de lecture orthographique, donc les deux voies de lecture. Donc deuxièmement, le second résultat que j'ai évoqué, à savoir l'efficacité supérieure des méthodes syllabiques quand il s'agit d'élèves dont le niveau à l'entrée est fragile. L'analyse, cette fois-ci, c'est que les élèves qui ont déjà appris en début d'année ce qu'on entend leur transmettre le reste de l'année, ou qui bénéficient déjà de certains prérequis, sont relativement avantagés par rapport aux autres élèves qui entrent au CP sans ces connaissances. Et donc, de façon fort logique, l'écart entre méthodes est donc plus faible pour les élèves qui, pour une part, savent déjà ce que l'école entend leur transmettre. Alors, en conclusion, et pour faire écho déjà à ce que disait Jérôme tout à l'heure, donc on entend souvent que le débat sur les méthodes d'enseignement de la lecture serait dépassé puisque tout le monde enseigne le décodage. Alors c'est vrai, aujourd'hui en France, toutes et tous les enseignants, ou presque toutes, ont aujourd'hui conscience de l'importance du décodage, mais, et c'est là que notre enquête pointe un résultat très important, c'est que seule une minorité de ces enseignants et de ces enseignantes n'introduit aucune dimension idéovisuelle dans leur pratique. Or, les données statistiques, c'est les résultats que je viens de vous énoncer, indiquent que ces pratiques minoritaires, donc 100% de déchiffrabilité pour les textes, aucune mémorisation de mots-outils, sont systématiquement plus efficaces que les autres, et dans le même temps révèlent donc les marges de progression immenses du système éducatif français, tout particulièrement, comme je l'ai montré, à l'endroit des milieux populaires. Et donc, comment passer de ces marges de progression théorique potentielles à une progression effective du système éducatif? Comment mettre en place les résultats que la recherche a accumulés déjà depuis plusieurs décennies et que Jérôme rappelait tout à l'heure? Donc revenons ainsi sur le constat de cet écart important entre résultats accumulés de la recherche et culture professionnelle des enseignants et des enseignantes. Le constat de cet écart qui est réalisé, qui interroge les chercheurs et les chercheuses depuis un moment maintenant, et qui passerait pour énigmatique. Alors lorsqu'on se place du point de vue des enseignants et des enseignantes, en réalité, on comprend que cet écart n'a rien d'énigmatique, et que l'imperméabilité d'une certaine façon de la culture professionnelle aux résultats de la recherche se comprend aisément. Alors, donc prenons un peu chronologiquement le parcours d'un enseignant ou d'une enseignante. Donc il ou elle va entrer dans le master d'enseignement, les masters MEF, en ayant validé au préalable une licence, n'importe quelle licence. Donc il ou elle n'est pas spécialiste a priori d'une discipline qu'il ou elle devra enseigner. Or, passer le concours qui permettra de devenir professeur des écoles permet d'enseigner auprès d'enfants qui ont de 3 voire 2 ans pour les écoles qui comptent des toutes petites sections. Donc pour des enfants de 2 à 11 ans, des matières extrêmement diversifiées, au programme extrêmement riche. Donc parmi les matières, il y a évidemment le français, les mathématiques, l'histoire, la géographie, les sciences expérimentales, les langues vivantes, l'éducation physique, sportive, morale et civique. Et donc pour un certain nombre de ces disciplines, je pense notamment évidemment au français, aux mathématiques, à l'histoire, aux sciences, donc les programmes sont extrêmement riches et couvrent un grand nombre de notions. Et alors cette grande diversité des programmes, et même si en l'occurrence dans les formations des masters MEF, on va se concentrer pas mal sur les mathématiques et le français, cette grande diversité des programmes implique que le temps de formation pédagogique et didactique durant ces 2 années n'est pas du tout majoritairement consacré à l'enseignement du français et en son sein à l'enseignement de la lecture, évidemment. Et donc même si le volume d'heures consacré à l'enseignement du français durant les 2 années de master MEF a considérablement augmenté ces dernières années, aujourd'hui il représente environ dans les plaquettes 20% à peu près
du temps de formation. Et donc, c'est 20% consacré à l'apprentissage du français. Et donc, la lecture, c'est moins c'est encore une petite partie, enfin, c'est une partie de ces 20%. Et j'ajoute, en outre, que durant ces 2 années de formation, les enseignants, les futurs enseignants et enseignantes ne sont pas qu'à recevoir et acquérir des savoirs, disons, théoriques, pédagogiques et didactiques, puisqu'ils vont consacrer une partie importante de ces 2 années de formation à des stages d'enseignement dans les écoles. Et enfin, il faut faire remarquer par ailleurs que d'un master MEF à l'autre, d'un institut de formation à l'autre, les contenus et les méthodes qui vont être prônées peuvent varier considérablement, ce qui en fait une somme pas du tout monolithique, puisqu'on n'enseigne pas donc nécessairement les mêmes choses. Donc en résumé, donc pour ce qui concerne la formation initiale des enseignants et enseignantes, une enseignante va arriver en poste à l'école primaire avec une formation consacrée à l'enseignement de la lecture qui a été relativement minoritaire durant ces 2 années de master et dont le contenu est variable d'une université à l'autre. Et on peut aussi ajouter que ces remarques s'appliquent évidemment aussi, voire a fortiori, pour les enseignants et enseignantes contractuels, dont le niveau de formation est encore plus hétérogène que les enseignants et enseignantes ayant suivi les parcours MEF. Donc lorsqu'on a tout ça à l'esprit, on peut évidemment pas s'étonner que les enseignants et enseignantes ne soient pas au fait de la somme considérable des résultats de la recherche scientifique qui concerne l'apprentissage et l'enseignement de la lecture. Donc ça, c'est évidemment ce qui concerne la formation initiale, mais quand on s'intéresse à ce qui se passe une fois que les enseignants et enseignantes entrent en poste, le constat ou la logique de l'écart entre monde de la recherche et culture professionnelle enseignante continue de s'éclaircir. Donc lorsqu'un enseignant ou une enseignante arrive en poste et qu'il ou elle se voit attribuer à une année donnée une classe de CP, le plus souvent, il ou elle va demander à ses collègues de CP de la même école quel est le manuel que vous utilisez. Or, ça fait jouer un effet d'inertie immense, puisque 95%, on l'a vu, des enseignants et des enseignantes pratiquent une méthode qui relève de la méthode mixte. Donc, en toute probabilité, les enseignants et enseignantes qui prodiguent des conseils vont conseiller une méthode syllabique. Si le néo-enseignant ou la néo-enseignante tente d'aller sur les forums sur Internet, rebelote, effet d'inertie, puisque cette personne va être exposée à d'autres conseils de méthode mixte. Donc, par ailleurs, l'enseignant ou l'enseignante peut se tourner vers des conseillers ou des conseillères pédagogiques, mais là encore, et comme je vous le disais tout à l'heure dans les instituts de formation, les conseils prodigués, les méthodes prônées peuvent varier considérablement d'un conseiller, d'une conseillère pédagogique à l'autre. Donc il n'y a aucune garantie que les méthodes qui vont être prônées soient celles qui sont considérées par la littérature académique comme les plus efficaces. Enfin, les enseignants et les enseignantes peuvent bénéficier au cours de leur parcours de formation, donc dispensés par exemple à l'échelle de leur académie. Là encore, les fortunes et les méthodes prônées peuvent varier considérablement. Et donc, il faut noter que toutes les personnes qui pavent, disons, un peu le parcours des enseignants et des enseignantes et qui leur prodiguent tout du long des conseils sur les méthodes pédagogiques à adopter, la somme de ces conseils peut être tout à fait contradictoire, peut faire l'objet de beaucoup de contradictions, ce qui rend un peu la tâche de l'enseignant, de l'enseignant de l'enseignante pour identifier celles qui sont efficaces, particulièrement difficile. Ce qui signifie que même si il ou elle, un enseignant ou une enseignante, était sensible à une formation, disons, qui encouragerait, qui prendrait des méthodes syllabiques, même si il ou elle y était sensible, alors, et ça c'est le dernier problème, parfois il y a un problème de calendrier des formations, parfois les formations ont lieu durant l'année alors que les manuels ont été achetés au préalable. Donc même si l'enseignant est sensible à une formation, il n'est pas sûr qu'il puisse s'y ajuster tout de suite. Et alors, dernière chose, donc que faire une fois qu'on prend en compte toutes ces remarques ? D'abord, évidemment, prendre le problème au sérieux. Donc, on le répète, c'est ce qu'a dit Jérôme tout à l'heure. En France, aujourd'hui, une jeune sur 4 âgée de 16 à 25 ans est soit un lecteur ou une lectrice médiocre, soit en grande difficulté de lecture, soit en situation d'illettrisme. Donc, une fois qu'on a pris en compte tout le parcours et les remarques qu'on a soulevées, il s'agit donc de permettre aux enseignants et aux enseignantes d'exercer au mieux leur liberté pédagogique. Et pour ce faire, ILL ont besoin de formations homogènes, c'est-à-dire qui prônent les mêmes méthodes et basées sur les acquis de la recherche. Donc pour qu'elles soient homogènes, ça pose aussi la question évidemment de la formation des formateurs et des formatrices. Que ces formations soient conséquentes, donc un volume d'heures important et dispensé sur plusieurs années,
et qui offre aux enseignants et aux enseignantes des ressources et des supports pertinents au plus près de leur activité en classe. Donc voilà pour des supports, donc notamment le guide orange que vous voyez à gauche. Donc ça fait partie des différents supports que peuvent utiliser les enseignants et les enseignantes. Et il ne me reste plus qu'à vous remercier et à vous montrer la bibliographie. Merci. Merci.